Bonjour à vous, adhérentes et adhérents de la Società Dante Alighieri de Chambéry. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement votre présidente, Renée Constantin, pour m'avoir invité à vous parler de Florence à l'époque de Dante, ainsi que Mario Scuteri, qui s'est occupé de la mise en ligne de cette conférence. Comme vous le savez probablement, nous fêtons cette année le 700e anniversaire de la mort du poète Dante Alighieri, né à Florence en 1265 et mort à Ravenne en 1321. Dans les minutes qui viennent, je m'attacherai à vous présenter la Florence qui a vu naître Dante et dans laquelle il a grandi et s'est impliqué avant son exil. Nous verrons dans une première partie que Florence est alors en plein essor économique et démographique, ce qui se traduit aussi physiquement dans la ville. Ensuite, nous verrons que cette effervescence s'accompagne de bouleversements sociaux et politiques qui laissent aussi leur empreinte sur la cité. Enfin, j'aimerais dans une troisième partie évoquer rapidement avec vous la Florence de Dante, c'est-à-dire la façon dont il représente sa cité natale dans son œuvre et dans la commedia en particulier. Alors, dans le panorama occidental, l'Italie du XIIIe siècle se présente avec les Flandres comme une réalité exceptionnellement urbaine pour l'époque. Le développement des villes italiennes est lié notamment à la position stratégique de la péninsule entre Orient et Occident, et les villes, situées le long des voies commerciales, ont connu un développement économique rapide et durable. Au cours du XIe siècle, la croissance démographique et économique du nord de la péninsule est très forte, d'où l'augmentation du nombre de villes, les petits points noirs que vous pouvez voir sur cette carte, au point qu'en 1250, dans le réseau urbain de l'Europe pré-industrielle est déjà quasiment constitué. En 1250, dans l'actuelle Europe, selon les régions, entre 70 et 90% de la population vivait à la campagne et l'on comptait au total entre 60 et 70 villes de plus de 10 000 habitants dans l'actuelle Europe. Une véritable métropole pour l'époque, Paris comptait plus de 100 000 habitants, tandis que Gand en Flandre et 4 villes italiennes en comptaient plus de 50 000. Milan, Naples, Venise et Florence. À la fin du XIIIe siècle, il semblerait que Milan, Venise et Florence aussi dépassaient à leur tour les 100 000 habitants. Donc à l'époque, habiter en ville, cela signifie avoir accès à intervalles réguliers à un marché où s'approvisionner en vivres. Cela signifie aussi surtout bénéficier de la protection de murailles qui définissent l'espace urbain, comme on peut le voir par exemple sur cette fresque d'Ambrogio Lorenzetti qui date de 1338 environ, donc un peu plus tard par rapport à l'époque de Dante. Donc sur cette fresque qui présente les effets du bon gouvernement, on voit vraiment sur la partie centrale la muraille qui marque une frontière nette entre le dedans et le dehors, ce qui est dans la ville et ce qui est hors de la ville. Vivre en ville, c'est aussi pouvoir exercer des activités variées en disposant d'une clientèle locale ou de passage suffisante quand on est artisan, marchand, notaire ou juriste par exemple, ou bien avoir à portée de main ces professionnels sans dépendre des marchands itinérants pour l'artisanat par exemple, comme c'était le cas dans les campagnes. En outre, la ville se caractérise par la présence d'un évêque qui organise la vie spirituelle des chrétiens de la ville et des terres environnantes et gère les écoles religieuses traditionnellement liées aux cathédrales à une époque où se développent aussi progressivement les universités, toujours en ville. Cela sans compter d'autres professions, d'autres activités que l'on trouve aussi en ville, des professions parfois socialement marginales, comme les prostituées ou les jongleurs, mais aussi les employés peu ou pas qualifiés des artisans qui accomplissaient leurs besognes les plus infâmes. Donc tout le monde peut entrer en ville en payant un éco. Et au cours du XIIIe siècle, de nombreux habitants du Contado, c'est-à-dire de l'arrière-pays de Florence, viennent habiter en ville en espérant y trouver un travail ou tout simplement y vivre mieux. Donc ce phénomène d'immigration massive en provenance du Contado accélère fortement
La croissance de la ville, sur le plan démographique d'abord, ce qui se traduit aussi par une croissance physique de la ville qui ne pouvait tout simplement plus abriter tous ses habitants à l'intérieur de ses murailles. Cette croissance se fait par à-coups. Le nombre d'habitants augmente, les gens s'entassent à l'intérieur des murailles, on construit toujours plus haut, de briques et de brocs, jusqu'au jour où, face à cet entassement, qui a des effets délétères aussi sur la salubrité de la ville, les autorités décident de financer la réalisation d'une nouvelle enceinte, une enceinte plus grande, en mesure d'accueillir tous les habitants. Donc, comme les cercles de croissance que l'on peut voir sur un tronc coupé, on peut observer la croissance de la ville d'en haut, au gré des agrandissements successifs de ces enceintes. Sur cette image, vous pouvez voir la trace des premières enceintes qui datent de l'époque romaine et du Haut Moyen Âge. En bleu, l'enceinte que Dante appelle la Cerchia Antica, l'enceinte ancienne, une enceinte qui remonte à 1078 et peut accueillir environ 20 000 habitants dans ses 37 hectares. Un siècle plus tard, entre 1173 et 1175, une nouvelle enceinte fut construite pouvant accueillir tranquillement jusqu'à 30 000 habitants dans ces 80 hectares, avant d'être étendue en certains endroits vers le milieu du XIIIe siècle, notamment Oltrarno, de l'autre côté du fleuve, pour parvenir à une surface de 97 hectares, soit 5 fois plus qu'à l'époque romaine. Or, à la fin du XIIIe siècle, à l'époque de Dante précisément, Florence aurait compté entre 80 000 et 100 000 habitants. Je vous laisse imaginer l'entassement et la promiscuité que cela sous-entend, une promiscuité qu'a bien mise en lumière Jacques Rossio dans ses pages consacrées au citadin médiéval, je le cite, « Habiter en ville si l'on est pauvre, c'est tout d'abord occuper à 2 ou 3 une chambre haute, une tanière aveugle ou un galetas dans une arrière-cour, se loger à la taverne si l'on a quelque argent, disposer d'une ou de 2 pièces si l'on est en ménage, mais toujours devoir partager avec d'autres l'usage d'un puits ou d'une cuisine. L'artisan, certes, loge dans sa propre maison, il y a son feu, sa cave et son grenier, mais avec les valets et les apprentis. Il faut donc s'habituer, seule une minorité y échappe, à vivre cerné par des voisins de conditions et de métiers fort divers. Être citadin, c'est aussi, pour 2 habitants sur 3, dépendre du marché totalement ou une partie de l'année. Acheter son pain, son vin, son companage. C'est enfin, pour chacun, subir les inconvénients de l'emmuraillement. Manquer parfois d'eau potable, car les puits sont pollués. Vivre dans l'excrémentiel, parce qu'au long des années difficiles, beaucoup de portes ont été murées, et les ordures qui s'amoncellent entretiennent infections et maladies endémiques. Dans ces espaces de rencontres et de foule, les contagions peuvent être aussi mentales. Des mois et des années durant, à l'occasion d'un siège, d'une guerre ou d'une récurrence pesteuse, la cité se replie sur elle-même, sensible aux rumeurs, aux angoisses, qui se propagent aussi vite que les maladies. Effroi, émotion, atrocité collective procèdent souvent de ce complexe d'enfermement, de cette peur qui saisit la foule, d'ailleurs aussi prompte à exprimer sa joie ou sa douleur à l'annonce d'une paix ou à la mort d'un roi. Condition préalable de toute culture urbaine, apprendre à vivre dans la promiscuité et d'abord affronter des étrangers à ses coutumes et à sa langue. Alors pour pallier cette promiscuité et ses effets délétères sur les habitants de la cité, une nouvelle extension de l'enceinte fortifiée de la ville fut décidée en 1284, donc alors que Dante avait 19 ans. Donc c'est un projet très ambitieux, puisque cette nouvelle enceinte en rouge sur l'image contient 630 hectares, soit plus de 6 fois l'enceinte précédente. Ce chantier colossal ne s'acheva du reste qu'en 1333, donc bien après que Dante ait quitté Florence et ce monde également. Donc ces murailles étaient percées de petites et de grandes portes qui permettaient de défendre et de réglementer l'accès à la ville. Au fur et à mesure qu'on agrandissait la ville, ces portes pouvaient être absorbées dans d'autres constructions, comme on peut le voir par exemple sur l'image en bas à droite du diaporama, avec cet Arco di San Pierino qui serait vraisemblablement un reliquat d'une ancienne porte de la muraille datant de la fin du XIIe siècle. Et encore aujourd'hui, bien qu'une grande partie des murailles
Arnolfine ait été abattue pour former le réseau routier périphérique de la ville, les portes ont été conservées, comme par exemple la Porta alla Croce, que vous voyez en haut à droite du diaporama, qui se situe aujourd'hui Piazza Beccaria. Donc à l'intérieur des murailles, Florence était divisée en zones chargées d'organiser la défense des portes de la ville. Jusqu'en 1173, c'est-à-dire jusqu'à la construction de la première enceinte de murailles communales, la ville était divisée en 4, donc en quartiers, c'est l'image que vous voyez en haut à droite du diaporama. Et en revanche, de 1173 à 1343, c'est-à-dire à l'époque de Dante, notamment, la ville était subdivisée en 6, donc en sextier, donc San Piero e Scheraggio, Borgo, San Pancrazio, Duomo, Porta San Piero et Oltrarno. 6 zones qui constituaient donc la ville de 1173 à 1343. C'est dans cette réalité qu'a vécu le poète. À partir de 1343, la ville fut de nouveau divisée en quartiers pour tenter de mieux équilibrer aussi le poids démographique, économique et fiscal de ces différentes zones. Donc d'une muraille à l'autre, donc Florence affiche sa croissance, de même qu'elle affiche triomphalement son épanouissement économique en 1252 en décidant de battre monnaie, donnant naissance au Florin d'or, où l'on reconnaît Jean-Baptiste, un saint patron de la ville, ainsi que le lys de Florence, il Giglio. Cette nouvelle monnaie reflète le poids économique de la cité dans la région, mais c'est aussi un signe fort politiquement et symboliquement, dans la mesure où battre monnaie était à l'origine une prérogative du pouvoir souverain, tout comme le fait de construire des murailles d'ailleurs. Cette décision traduit donc aussi l'autonomie que la commune de Florence a gagnée au fil des siècles vis-à-vis du pouvoir impérial, bien qu'elle continue à faire partie de la Marche de Toscane et donc du Royaume d'Italie, qui est une composante du Saint-Empire. La première image que je voudrais que vous gardiez en tête de la Florence de l'époque de Dante est donc la suivante. Une ville en pleine croissance, à la fois démographique, économique et physique, une ville qui fourmille littéralement d'habitants et d'activités, à tel point que l'on peut parfois s'y sentir à l'étroit, oppressé, face à l'afflux constant de personnes attirées par la croissance économique de la ville. Mais aussi une ville en chantier pour répondre à ces nouveaux besoins, une ville dont la perpétuelle métamorphose physique reflète la métamorphose de sa société. Depuis le début du XIIIe siècle, en effet, la cité de Dante a connu plusieurs bouleversements sur le plan social et institutionnel. Au moment où Dante naît, la commune de Florence est gouvernée, depuis plusieurs décennies déjà, par un podestat, qui est un officier extérieur à la ville, un officier qui est chargé pendant 1 an de présider les tribunaux et les conseils de la ville et aussi de mener l'armée citadine. Donc, les conseils de la ville réunissent un nombre de citoyens variable, et ce nombre va croissant à Florence, mais pas seulement, dans l'ensemble des communes italiennes, c'est une tendance globale. Le principe de ces conseils est de représenter les différentes subdivisions administratives de la ville, mais aussi les différents groupes sociaux qui composent le paysage de la cité. En effet, tous les citadins ne se ressemblent pas, loin de là. Alors d'un côté, nous avons donc les milites, ceux que les Florentins appellent les grandi, c'est-à-dire des gens issus de lignages nobles et puissants qui combattent à cheval dans l'armée et bénéficient à ce titre de certains privilèges, notamment fiscaux. Ces lignages ont une identité forte et revendiquée, un ancêtre commun, un nom de famille, un emblème souvent, et cette identité se traduit aussi physiquement dans la ville, car ces familles ont tendance à regrouper leurs habitations dans une zone précise, autour d'une même cour, et à afficher leur ancrage dans la cité par la construction d'une tour qui sert à la défense et à l'habitation, en plus d'être un élément architectural fortement symbolique. Sur la première image, au centre, vous pouvez par exemple voir un bloc d'habitation ayant appartenu aux Donati, avec 2 tours, dites de Corso Donati, du nom d'un des principaux représentants de ce puissant lignage qui fut au cœur des luttes de factions de l'époque de Dante, avec les Cerchi, dont vous voyez la tour
Sur l'image en haut à droite, une tour aujourd'hui absorbée dans un palais de plus grande dimension, mais qu'on continue voilà, comme ça à voir quand on passe devant. Donc ces tours pouvaient faire jusqu'à 76 mètres de haut, avant qu'une loi de 1258 réduise leur taille maximale à 29 mètres. Alors s'il en reste un certain nombre disséminés dans Florence, euh, il faut savoir que cette réalité architecturale communale n'est pas du tout propre à la cité du Lys. On la trouve aussi, par exemple, à Bologne ou encore à San Gimignano. Donc, plus généralement, si vous avez bientôt la chance de vous rendre à Florence, sachez que les noms des rues de Florence conservent, elles aussi, la mémoire de l'ancrage citadin des puissants lignages du Moyen-Âge. La Via dei Tosinghi, par exemple, fait référence au puissant lignage des Della Torsa, dont les demeures étaient concentrées à cet endroit-là. La demeure des Alighieri était située dans la partie la plus ancienne de la ville, le long de la portion est de la Cerchia Antica, l'enceinte de 1078, qui faisait partie, à l'époque de Dante, du sextier de Porta San Piero, mais non loin de la limite avec le sextier de San Pier Scheraggio. Cette demeure a été restaurée et est aujourd'hui devenue un musée à la gloire du poète que l'on peut visiter. Donc la famille Alighieri faisait donc partie des familles installées de longue date dans la ville, même si elles n'appartiennent pas, d'après en tout cas les listes que nous avons, au lignage Magna proprement dit, ce que confirme aussi du reste le fait que Dante ait combattu à pied pour sa commune et non à cheval. Donc la rivalité était naturellement forte entre ces lignages de grandi, des lignages qui se disputaient influence et ressources, mais c'est dans les années 1230-1240 que ces rivalités vont se cristalliser véritablement à l'occasion du conflit opposant l'empereur Frédéric II Hohenstaufen à la papauté. Étaient appelés gibelins ceux qui soutenaient l'empereur, et guelfes ceux qui s'opposaient à lui et trouvaient en la papauté un allié privilégié. Cependant, la mort de Frédéric II en 1250 entraîna la désorganisation de la faction gibeline et un relâchement très net du contrôle impérial sur la Toscane, ce qui ouvrit une brèche dans laquelle s'engouffra un autre acteur politique citadin qu'on appelle le popolo. Alors, si popolo veut dire littéralement peuple, ce terme ne désigne pas le petit peuple, ni la population de Florence en général, mais un groupe de citoyens de plein droit de la commune, qui, contrairement aux milites qui combattaient à cheval, combattaient à pied, en compagnie armée organisée en fonction du lieu de résidence dans la cité. Donc ce groupe n'est pas homogène lui non plus, dans la mesure où il regroupe les citoyens sur la base du voisinage, mais aussi d'autres associations comme les corporations de métiers qu'on appelle à Florence les arti, des corporations qui étaient plus ou moins prestigieuses et plus ou moins bien organisées pour voir leurs intérêts représentés dans les instances de gouvernement de la cité. Donc ce qui fait l'unité de la structure politique qu'on appelle popolo, politique et sociale, c'est avant tout son programme fondé sur son antagonisme avec les grandi. Donc les membres du popolo veulent être représentés en tant que tels dans les conseils communaux. Ils veulent voir les privilèges des grandi réduits ou abolis, et donc une meilleure répartition de l'impôt. Et ils veulent voir aussi juguler la violence endémique des grandi, une violence qui serait liée à une culture de l'honneur qui accorde une place de choix aux vendette. Donc le popolo obtient en 1250 la création de plusieurs magistratures où ses intérêts vont pouvoir être davantage représentés. Le capitaine du popolo, qui vient flanquer le podesta, traditionnellement noble, d'une part, pour défendre le popolo, aussi sur le plan judiciaire, les anziani ensuite, et enfin un grand conseil de 400 citoyens. Donc une partie de l'actuel palais du Bargello de Florence date de cette époque, et cet édifice abritait le capitaine du popolo, puis également le podesta et le conseil des anziani. Donc sur les murs, vous pouvez voir les armoiries de nombreux officiers qui se sont succédés à ces postes de capitaine ou de podesta au fil des décennies,
car la coutume voulait que ces officiers puissent laisser à l'issue de leur mandat une trace de leur passage dans la ville. Donc, le régime que les historiens appellent primo popolo dura 10 ans et représente donc un souvenir encore assez frais durant la jeunesse de Dante. C'est du reste pendant le primo popolo que le Florin d'or a vu le jour, mais aussi que les tensions, au moins autant économiques que politiques, se sont cristallisées entre Florence et sa rivale toscane, Sienne, qui était traditionnellement philo-impériale. Donc la campagne militaire contre Sienne se solda par une défaite cuisante, car inattendue de Florence lors de la bataille de Montaperti, évoquée de façon marquante au chant 32 de l'Enfer. Cette défaite mit fin au régime du Primo Popolo et remit sur le devant de la scène pendant 6 ans la faction gibelline. Alors que le Primo Popolo avait cherché à se positionner à égale distance des deux factions guelfes et gibellines, les Gibelins au pouvoir entre 1260 et 1266 bannissent à tour de bras les familles guelfes florentines. Mais il n'y a, attention, pas que des grandi dans les rangs des Gibelins au pouvoir, il y a désormais aussi des membres du Popolo, nouvelle configuration qui traduit aussi l'évolution incessante des équilibres sociopolitiques à l'intérieur de Florence. Les Guelfes n'ont cependant pas dit leur dernier mot. En effet, menés par Charles d'Anjou et avec le pape pour allié, ils l'emportent sur Manfred, fils illégitime de Frédéric II, à Bénévent en 1266, épisode qui est également évoqué dans la Divine Comédie au chant 3 du Purgatoire. Cela renverse les équilibres dans la péninsule, ce qui aboutit, après quelques mois, marqués par des tractations et des pressions diverses, à la fin de la domination des Gibelins sur Florence. De 1267 à 1280, ce sont donc les Guelfes qui dominent cette fois, avec les représailles anti-gibellines que cela implique, mais aussi quelques nouveautés institutionnelles. En effet, chaque régime modifie l'organisation communale, ajoutant ou abolissant des offices et des conseils pour représenter au mieux les intérêts du groupe alors dominant. Et c'est dans cette atmosphère que s'est déroulée l'enfance de Dante, qui est né, rappelons-le, en 1265. Au fil des années, le Popolo regagne cependant du terrain sur les Grandi et leurs alliés parmi les grands marchands, à la faveur notamment de conflits internes à l'élite citadine. Donc, au gré de plusieurs ajustements institutionnels, s'ouvre la période que les historiens appellent parfois Secondo Popolo, qui dure de 1282 à 1295 environ, et qui correspond donc à la jeunesse de Dante, qui avait 30 ans en 1295. En 1282, une nouvelle magistrature, les prieurs des arts, est créée, une magistrature qui devient le sommet de l'exécutif florentin et est entourée de conseils de taille variable, de 36 à 300 membres. Cette magistrature est un emblème de la République florentine, puisqu'elle durera jusqu'à sa chute définitive en 1530, mais son histoire, au début surtout, est marquée par des tâtonnements sur les modalités de recrutement des prieurs, instabilité institutionnelle que l'on peut interpréter comme un signe de vitalité du régime républicain, ou bien, comme le fera plutôt Dante, clairement, comme le symptôme d'un mal plus profond. Pendant le Secondo Popolo, la politique expansionniste de Florence reprend, aux dépens de petits centres urbains voisins surtout. C'est ainsi que le jeune Dante, d'ailleurs, se retrouve à combattre à Campaldino, à pied, contre les Gibelins arétins. Le Secondo Popolo marque aussi la cité de son empreinte en décidant d'élargir la place située devant le baptistère Saint-Jean que vous voyez sur l'image, baptistère dont les incrustations en marbre viennent d'être terminées en 1289. Je précise que les célèbres portes en bronze ne sont pas encore achevées à cette date, elles datent des années 1330. En 1294, on prend aussi la décision de construire le Palazzo Vecchio, chantier qui commencera effectivement en 1299
pour se terminer en 1314, tandis qu'en 1296 commence la rénovation de la cathédrale Sainte-Réparate, qui deviendra la cathédrale Santa Maria del Fiore, inaugurée en 1436 et plus connue sous le nom de Duomo. Donc une période vraiment aussi d'importante de construction, de chantier divers. Donc sur le plan de la politique intérieure, le Secondo Popolo met en œuvre son programme en élaborant un système de mesures judiciaires afin de contrôler la violence des grandi, ce qui passe par l'établissement de listes, par un système aussi de caution, jusqu'à la promulgation en 1293 des ordonnances de justice, une série de décrets qui interdit aux membres des lignages dits mania, les lignages recensés sur ces listes, leur interdit l'accès à certaines charges politiques et prévoit aussi un système de peine judiciaire ad hoc, tout en instaurant également un nouvel officier, le gonfalonier de justice, qui est placé à la tête du Conseil des prieurs des arts et est chargé de garantir l'application des ordonnances de justice. En 1295, celles-ci sont allégées, notamment au niveau des conditions qui permettent de s'inscrire aux corporations de métiers, ce qui était une des conditions aussi pour rentrer dans le cursus honorum de Florence. Mais ces ordonnances resteront en vigueur, de même que le gonfalonier de justice, pendant plus d'un siècle. C'est donc dans ce contexte que Dante commence sa vie politique en 1295 en s'inscrivant à l'Arte dei Medici e dei Speziali en vertu d'études qu'il a faites notamment dans les écoles des couvents franciscains et dominicains de la ville qui sont alors en plein essor, et ce bien qu'il n'ait jamais exercé d'activité professionnelle à temps plein d'Intalighieri. Donc suite à cette inscription, Dante siège dans divers conseils communaux, puis accède pour 2 mois, le 15 juin 1300, à la prestigieuse charge de prieur des arts. Or, à un moment où la ville était traversée de tensions extrêmement fortes. En effet, le fait que les modalités d'élection des membres de ce conseil changent à chaque bimestre contribuait paradoxalement à renforcer les tensions et les logiques de bloc dans la cité. Puisque la rotation rapide des plus hautes charges, notamment les charges de prieur, était pensée pour éviter l'accaparement du pouvoir par une faction ou par un groupe. Mais comme les modalités d'élection changeaient à chaque fois, puisque à la fin d'un bimestre, on décidait de la modalité d'élection qui serait en vigueur pour le suivant, les différents groupes et différentes factions s'organisaient pour essayer de s'assurer d'être représentés à chaque fois au Conseil des prieurs. Donc de nouvelles tensions venaient s'ajouter aux rivalités qui existaient déjà par ailleurs dans la cité, pour des raisons sociales, on a parlé, notamment entre lignages de Grandi, pour des raisons économiques, au sein des corporations par exemple, mais aussi entre corporations, ou encore pour des raisons idéologiques, entre autres notamment par rapport aux velléités d'annexion de la Toscane que manifestait le pape Boniface VIII. Donc ces rivalités vont se cristalliser au sein d'une Florence officiellement guelfe depuis 1267 et donner naissance à la création de la faction dite des guelfes noirs, proche du pape et hostile aux mesures pro popolo, et la faction des guelfes blancs, qui sont hostiles au pape et plutôt favorables aux mesures anti-grandi. Donc, selon les bimestres, le priorat peut être équilibré ou bien penché en faveur de l'une ou de l'autre de ces factions. Et le travail des prieurs est compliqué à la fois par les remous internes à la cité, avec des rixes, des réunions secrètes, des rumeurs de complot, et par la pression extérieure, notamment du pape Boniface VIII, qui envoie un cardinal en 1300, en vain, officiellement pour faire la paix et officieusement pour favoriser la faction des Noirs, puis insiste pour que Florence accueille comme nouveau pacificateur Charles de Valois et ses armées, théoriquement en route pour reprendre la Sicile aux Aragons.
Donc c'est dans ce contexte qu'une ambassade est envoyée à Rome, ambassade à laquelle Dante participe, et dont le but est de détourner le pape de son intention. Sauf qu'entre-temps, en novembre 1301, Charles et ses armées arrivent à Florence, renversant l'équilibre des forces au profit des Noirs, qui prennent le pouvoir, et rapidement une série de mesures de représailles contre les Blancs, mais aussi contre certains prieurs des mois précédents, dont le poète Dante Alighieri, qui est condamné pour corruption, aujourd'hui on dirait aussi abus de biens publics, il est condamné donc au bannissement en janvier 1302, puis condamné à mort par contumace en mars 1302, car il ne s'est pas présenté pour se disculper. Donc l'expérience politique de Dante, qui avait commencé en 1295, prend fin en 1302, tandis que commence son exil, qui durera pendant 19 années. Donc pendant 19 ans, le poète sera condamné à suivre de loin l'évolution de sa patrie, bien qu'il continue à chercher à intervenir sur son destin par ses écrits. Donc, que ce soit directement, par exemple, par des épîtres, ou indirectement par ses traités, ou encore au travers de la Divine Comédie, où abondent les références à Florence. Donc, avant d'en venir à la représentation de Florence dans les vers de Dante, la seconde image de la Florence de son temps que je voudrais que vous gardiez en mémoire est celle d'une cité en pleine effervescence, aussi sur le plan social et politique, pour le meilleur comme pour le pire. Une cité où les équilibres changent sans cesse, où les alliances se font et se défont en fonction des intérêts des différents groupes. Une Florence marquée par l'instabilité, donc, en raison de la configuration de la société florentine, mais aussi en raison de dynamiques politiques largement extérieures à la cité, comme les rapports de force entre la papauté et ses alliés d'une part, et ce qu'il reste des forces impériales d'autre part. Une cité qui se bat et se débat face à ses convoitises, tout en continuant à croître et à s'embellir, au point qu'on vient de loin pour l'admirer, si l'on en croit le chroniqueur Dino Compagni, contemporain de Dante. Je cite: La detta città di Firenze è molto bene popolata e generativa per la buona aria. I cittadini bene costumati e le donne molto belle e adorne. I casamenti bellissimi, pieni di molte bisognevoli arti, oltre alle altre città d'Italia. Per la qual cosa molti di lontani paesi la vengono a vedere, non per necessità, ma per bontà dei mestieri e arti e per bellezza e ornamento della città. Si l'on en croit Dante, au contraire, Florence serait plutôt en pleine déchéance. Philosophiquement, Dante conçoit la cité comme une forme d'organisation sociale utile pour l'homme, en tant qu'il est un animal politique, zoon politikon, dit Aristote, c'est-à-dire un animal civil fait pour vivre non pas isolé, mais en communauté avec ses semblables. L'être humain serait ainsi naturellement disposé à appartenir à une série concentrique de communautés qui comprennent sa famille, son voisinage, sa ville et en dernier lieu la monarchie entendue comme ensemble à vocation universelle. Dans les épîtres de Dante, on peut voir que s'il reste, malgré l'exil, très attaché à son identité florentine, il émet toujours plus de réserve, finissant par se définir dans la dernière de ses épîtres qui nous soit parvenue, et pour autant qu'elle soit effectivement de lui, comme un Florentin de naissance, mais non de mœurs. Au fil des années, Dante brosse un portrait toujours plus sombre, en effet, de sa cité, la décrivant dans l'épître 7 à l'empereur Henri VII de Luxembourg comme une hydre empestée, un animal, un monstre pestilentiel, à l'origine de la rébellion des villes toscanes et un mal radical qu'il faut extirper. L'amour du poète pour sa cité natale se teinte donc progressivement d'une critique toujours plus acerbe, ce qui transparaît aussi dans la Divine Comédie, où Florence est représentée
comme l'a bien montré Elisa Brilli, sous les traits de la Civitas Diaboli, la cité du diable. Dans les trois cantiques de la Divine Comédie, une réflexion politique prend place au chant 6, dont l'échelle s'élargit progressivement au fil du voyage. Au chant 6 de l'enfer, cette réflexion reste dans le périmètre florentin et voit le glouton Ciacco brosser un portrait bien peu flatteur de Florence, qui fut aussi sa cité natale, avant de prophétiser les déboires liés à la lutte entre guelfes blancs et guelfes noirs. Je cite, ed egli a me, la tua città che piena d'invidia, sì che già trabocca il sacco, seco mi tenne in la vita serena. Dopo lunga tensione verranno al sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che teste piaggia. Alte terrà lungo tempo le fronti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò pianga o che n'aunti. Giusti son due e non vi sono intesi. Superbia, invidia e avarizia sono le tre faville qu'hanno i cuori accesi. Donc, il s'agit ici d'une des fausses prophéties que contient la comédie, c'est-à-dire des vers qui vont jouer sur le décalage entre, d'une part, le moment où Dante, personnage, est supposé avoir fait son voyage dans l'au-delà, c'est-à-dire la semaine sainte de l'an 1300, et d'autre part, le moment où Dante, auteur, prend la plume, c'est-à-dire pas avant 1306, voire 1308, mais là-dessus, le débat continue parmi les spécialistes. Donc ce décalage permet au poète de raconter des faits déjà advenus en les présentant comme des prophéties qui seraient faites par les âmes rencontrées par Dante personnages dans l'au-delà, des prophéties que l'on va appeler des prophéties post-eventum, ce qui veut dire en latin après les faits. Pour les distinguer des prophéties qu'on trouve aussi dans la Divine Comédie, qui font référence à des événements encore à venir, y compris au moment de l'écriture du chant. Donc dans ce passage, Dante personnage, qui en 1300 est encore un citoyen florentin, reçoit du florentin Ciacco l'annonce d'une catastrophe qui adviendra d'ici 3 ans, infra tre soli, d'ici 3 années solaires, à cause des luttes entre factions qui seraient, selon lui, nourries donc par l'orgueil, l'envie et la cupidité, superbia, invidia et avarizia, 3 mots qui enflammeraient à l'époque les cœurs florentins, contrairement à un temps révolu où de grands acteurs politiques comme Farinata degli Uberti, Jacopo Rusticucci ou même Mosca Lamberti, qui sont cités dans la suite du chant, auraient été mus, malgré les conséquences désastreuses de leurs actes pour la ville, par la volonté de bien faire, par la volonté d'agir dans l'intérêt de leur patrie, ce qui lui fait, il nomme au vers 80 gli altri che ben far poser l'ingegni. Donc, déjà un contraste entre une Florence du passé et la Florence de 1300, avec cette tonalité prophétique, avec des futurs et voilà, une description avec des périphrases qui fait qu'on a du mal à interpréter si l'on reste dans le contexte du 1300 ce qui va se passer, mais tout devient clair quand on connaît justement l'histoire de l'époque et les catastrophes qui vont advenir, notamment à Dante avec le bannissement. Donc au chant 6 du purgatoire, on change d'échelle, la réflexion politique est étendue à l'ensemble de la péninsule dans le cadre d'une très célèbre invective à l'Italie, Ai serva Italia, dont une partie, caractérisée par sa tonalité ironique, est réservée à Florence, qui devient une sorte d'emblème de la déchéance qui touche par ailleurs d'autres villes, comme Gênes, Pise ou Pistoia, qui sont visées par d'autres invectives ailleurs en enfer. Donc je lis ce passage. Donc, che le città d'Italia tutte piene son di tiranni e un marcel diventa ogni villan che parteggiando viene. Fiorenza mia, ben puoi esser contenta di questa digressione che non ti tocca, mercé del popol tuo che si argomenta. Molti han giustizia in cuore e tardi scocca per non venir senza consiglio all'arco.
ma il popol tuo l'ha insommo della bocca. Molti rifiutano comune incarco, ma il popol tuo sollecito risponde senza chiamare e grida, io mi sobbarco. Or ti fa lieta, che tu hai ben onde, tu ricca, tu compace e tu consenno. Se io dico il ver, l'effetto non nasconde. Atene, Lacedemona, che fenno l'antiche leggi e furon sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te, che fai tanto sottili provvedimenti, che a mezzo novembre non giugni quel che tu d'ottobre fili. Quante volte del tempo che rimembre, legge, moneta, ufficio e costume, hai tu mutato e rinnovate membre. E se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quella inferma che non può trovar posa in sulle piume, ma col dar volta suo dolore scherma. Donc dans ce passage, à la rhétorique très travaillée, le poète s'adresse directement à sa ville, qu'il apostrophe Fiorenza mia, pour la féliciter ironiquement d'être une exception dans le panorama italien, grâce à l'organisation communale dont ses habitants se sont dotés, eux qui ont toujours la justice à la bouche, tandis que chez d'autres, elle serait plutôt située dans le cœur, et eux qui n'attendent pas qu'on les sollicite pour se mêler du gouvernement de la cité. Donc, deux éléments qui sont présentés voilà, théoriquement, enfin, ironiquement comme des qualités, là où évidemment ce sont bien sûr des défauts. Donc selon le poète toujours, les faits démontrent amplement voilà, les motifs de réjouissance, donc en réalité leur inanité, qui sont indiqués par la tournure antiphrastique du vers 137, dont le rythme ternaire est souligné par la répétition du pronom personnel tu, tu rica, tu compace, tu consenno. On voit bien à quel point à l'époque Florence est en paix, évidemment. Ce qui démontre à quel point son organisation serait bonne. De manière toujours profondément ironique, Florence est présentée comme une république encore plus raffinée qu'Athènes et Sparte, donc deux républiques antiques, donc la comparaison toujours avec un passé lointain, révolu. Donc là, elle est plus raffinée que ces anciennes républiques, avec son organisation qui ne cesse de changer, supposément pour s'améliorer, bien sûr. Donc dans la Tertina 145 à 147, le poète fait ainsi allusion aux nombreux changements qu'a connus la cité au cours du XIIIe siècle, changements que je vous ai brièvement présentés, notamment en matière de loi, de monnaie, de mœurs et d'organisation communale. Donc en conclusion de ce portrait ironique, Dante invite sa cité à se regarder en face et propose une comparaison peu flatteuse dans laquelle la ville est personnifiée sous la forme d'une malade qui gît et geint sur son lit. Donc la critique portée au fonctionnement des institutions communales est virulente, mais attention, elle ne doit pas être entendue comme une opposition au régime communal en soi, mais plutôt comme l'expression de la conviction que ce régime aurait été corrompu par l'avaritia, c'est-à-dire par l'attachement immodéré aux biens de ce monde. Or, selon Dante, cette corruption est advenue aussi en raison des manquements des deux guides supposés empêcher les hommes de dévier du droit chemin, à savoir l'Église d'une part et l'Empire d'autre part. Pour Dante, l'Église doit en effet guider les hommes vers le salut, et l'Empire doit faire régner l'ordre et la paix entre les hommes pour leur permettre de se consacrer à la recherche du salut. Cet ordre universel auquel le poète aspire est évidemment en contraste avec la situation historique de la Florence de son temps, telle qu'il la voit, une Florence où les citoyens organisent et réorganisent sans cesse la vie en communauté en fonction des intérêts qui dominent à l'instant T. Mais il convient quand même de remarquer que cette situation est la seule que Dante ait jamais connue dans les faits. La Florence idéale de Dante n'est donc pas une Florence qu'il aurait connue, qu'il regretterait de façon passéiste, ni même une Florence qui appartiendrait à la mémoire citadine récente, mais une utopie qu'il projette sur un passé lointain, sur la Florence de ses aïeux. C'est ainsi qu'au paradis, et plus spécifiquement dans le triptyque formé par les chants 15 à 17 du paradis, la Florence d'antan est mise en regard de la Florence de l'époque de Dante,
à l'occasion des échanges entre Dante personnage et son aïeul Cacciaguida, donc un personnage qui aurait vécu entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle. La Florence idéale d'antan est représentée au cœur du chant 15 dans le discours de Cacciaguida comme une ville sobre et pudique, moralement bonne, ce dont attesteraient les mœurs des femmes d'antan, plus attentives à l'éducation de leurs enfants qu'au luxe de leurs habits, comme vous allez le voir dans la citation qui va suivre, notamment l'abondance de négation, là, pour montrer le décalage entre la Florence d'antan et la Florence de l'époque de Dante. Fiorenza dentro dalla cerchia antica, onde la toglie ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. Non avea catenella, non corona, non gone contigiate, non cintura, che fosse a veder più che la persona. Non faceva, nascendo, ancora paura la figlia al padre, che il tempo e la dote non fuggen quinci, quindi la misura. L'una vegliava a studio della culla e, consolando, usava l'idioma che prima i padri e le madri trastulla. L'altra, traendo alla rocca la chioma, favoleggiava con la sua famiglia di Troiani, di Fiesole e di Roma. A così riposato, a così bello viver di cittadini, a così fida cittadinanza, a così dolce ostello, Maria mi diè chiamata in alte grida. Ça, c'est la Florence de Cacciaguida. Et dans le chant suivant, le poète place toujours dans la bouche de son aïeul une analyse de la décadence de Florence qui fait peser le blâme sur les nouveaux venus assoiffés de profit, arrivés en masse de l'arrière-pays et qui auraient corrompu la société communale d'antan et transformé la ville en esclave du profit. Donc, je cite, tutti color che a quel tempo era ivi da poter arme tramarli il Battista erano il quinto di quei corson vivi. Donc là, il fait référence à vraiment aussi l'augmentation démographique de Florence, cette population qui a quintuplé. Ma la cittadinanza, che ormista di campi di Certaldo e di Fegine, pur avediesi nell'ultimo artista. Donc une référence à la Florence d'antan qui serait homogène du point de vue des origines de ses habitants, y compris le moindre artisan. Voilà, faisait partie de cet ensemble homogène. Oh, quanto fora meglio esser vicine quelle genti che io dico, e al Galluzzo e a Trespiano aver vostro confine, che averle dentro e sostener lo puzzo del vilan d'Aguglion di quel d'Assigna che già per barattare ha l'occhio aguzzo. Se la gente che al mondo più traligna non fosse stata a Cesare Noverca, ma come madre a suo figlio benigna, tal fatto è fiorentino e cambia in merca che si sarebbe volto a Semifonti laddove andava l'avolo alla cerca. Sempre la confusione delle persone principio fu del mal della cittade, come del vostro il cibo che s'appone. Donc, comme on le voit à partir du passage de l'hypothétique c'est la gente che al mondo più traligna, le poète blâme aussi, là encore, l'Église, qui est désignée superlativement par la périphrase du vers 58 comme l'engeance la plus dévoyée du monde. Voilà, l'Église aurait dû empêcher cela, mais au lieu de soutenir l'empereur, l'Église lui fait obstacle quand elle ne marche pas carrément sur ses plates-bandes par ses prétentions territoriales et en matière de pouvoir temporel. Toutefois, malgré sa vision très sombre de la Florence de son époque, Dante semble ne jamais cesser d'espérer et de croire en sa possible rédemption comme en son possible retour au bercail. Dans le chant 17 du Paradis, en effet, le thème de la condamnation de la décadence de Florence se conjugue à celui de l'exil du poète, qui a déjà été annoncé dans les chants précédents par une série de prophéties post-eventum au cours de son parcours, et un thème qui vient se nouer donc à celui de la condamnation de la décadence de Florence, pour
aboutir à la présentation de la mission poétique de Dante comme véritable remède aux maux actuels de sa cité. Je cite: Ma non di men, rimossa ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dove la rogna. Che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nodrimento lascerà poi quando sarà digesta. Questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Però ti son mostrate in queste rote, nel monte e nella valle dolorosa, pur l'anime che son di fama note, che l'animo di quel code non posa né ferma fede per esempio caia la sua radice incognita e ascosa, né per altro argomento che non paia. Par ces mots, le personnage de Cacciaguida enjoint à Dante personnage de devenir Dante poète quand il aura terminé son parcours dans l'au-delà, car bien qu'amer, son récit se révélera vital pour le salut de ses destinataires. Par son témoignage, il peut et il doit œuvrer à la rédemption de la Florence de son temps, l'aider à retrouver elle aussi le droit chemin et ses valeurs d'antan. Et ce faisant, peut-être pourra-t-il se voir un jour rappelé d'exil, comme Dante poète l'espère en tout cas au début du chant 25 du Paradis: Se mai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra, sì che m'ha fatto per molti anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra, del belo vile ov'io dormi agnello, nimico ai lupi che gli danno guerra. Con altra voce ormai, con altro vello, ritornerò poeta, e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello. Jusqu'au bout, Dante voilà, espère pouvoir rentrer un jour à Florence, et cela en vertu de sa production poétique. Donc pour conclure cette présentation, la troisième et dernière image que je voudrais que vous gardiez de la Florence de l'époque de Dante est donc celle qui transparaît quand on applique le filtre, évidemment déformant, de sa représentation dans les vers du poète lui-même. Donc l'image d'une cité désormais bien loin de ressembler à la Jérusalem céleste à laquelle elle devrait tendre, un idéal dont elle aurait été infiniment plus proche, en tout cas dans l'imagination du poète, à l'aube du XIIe siècle, avant tous les changements, tous les bouleversements et toutes les métamorphoses que je vous ai brièvement présentés. Cependant, malgré cette image bien sombre, l'espoir d'une rédemption demeure pour la ville, pour le poète, mais aussi pour toute l'humanité, et cet espoir repose sur la poésie, sur le message, ce chef-d'œuvre auquel Dante travailla jusqu'à sa mort en 1321, qui est la comédie, donc il y a 700 ans exactement. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et vous invite, si vous souhaitez approfondir ce vaste sujet que je n'ai abordé ici que très superficiellement, à vous référer aux quelques ouvrages cités dans cette petite bibliographie indicative. Je vous remercie encore.